Alors c'est parti pour donc traiter du thème 1. Donc la partie 1 était sur l'état et le thème 1 c'était les éléments constitutifs d'un état. Donc alors les éléments constitutifs d'un état, ils ont été déterminés lors du traité de Montevideo en 1933. Cette convention détermine trois critères. Premièrement, une population permanente, ensuite donc une population qui vit sur un territoire donné, et ensuite donc une population sur laquelle s'exerce un pouvoir souverain. Alors la population, donc, c'est une notion donc essentiellement statistique et descriptive, c'est une notion neutre, c'est un constat donné qu'un certain nombre d'individus vivent sur un territoire donné. Donc par exemple, si je vais en Finlande pour les études, je suis en Finlande, mais je ne suis pas pour autant finlandais, c'est purement une statistique. Mais pourtant, on me comptera dans la population finlandaise, parce que je suis sur le territoire. Mais j'ai pas tous les droits qu'un citoyen finlandais aura. En effet, pour être citoyen, donc, il y a plusieurs critères, et ça, c'est les États qui déterminent leurs critères. Donc ça peut être le droit du sol, droit du sang, tout ça. Et donc sur un même territoire donné, il peut y avoir des populations différentes. Donc par exemple en Inde, il y a des différentes populations, donc avec des religions différentes, donc des tribus différenciées, ou encore donc l'Empire austro-hongrois qui possédait différentes religions, ethnies, tout ça. La seule limite qu'on peut retenir de ça, c'est que ces différentes populations peuvent donc se fracturer. Et donc ça peut être la source de tension au sein même d'un État. Ensuite, on a la question donc de la nation. Alors la nation, c'est l'alternative trouvée à la notion de peuple. Elle vient du latin natus, donc ça veut dire celui qui est né à un endroit donné. Donc cela renvoie à l'origine ou à un groupe dont les membres sont nés au même endroit. Alors pour la question de la nation, donc, ce sont donc des individus qui ont des points communs forts, donc que ce soit matériel ou spirituel, donc ça peut être la même coutume, langue ou religion. Ils ont aussi une forte ressemblance dans la conception originale de la nation. Et par exemple, on peut citer les Basques ou les Flamands. Donc c'est un concept culturel mais pas vraiment politique. Donc ce qui fait qu'on peut retrouver au sein d'un même État, on peut retrouver des États en fait plurinationaux, donc c'est-à-dire au sein d'un même État, plusieurs nations. Donc je viens de le dire avec les Belges, les Flamands en Belgique ou les Basques en France. Ou encore le Royaume-Uni, avec tous les pays qui le composent. Donc il y en a 4. Ensuite, donc l'idée que chaque nation doit disposer d'un État, c'est une idée qui est mise en place donc, au moment des Lumières. Et en fait, elle fait issue donc, des guerres napoléoniennes, où en fait, ils voulaient, donc, à partir de 1815 et du Congrès de Vienne, pour défaire tout ce que Napoléon avait fait et toutes ses conquêtes, que chaque nation ait son État. Donc, ce qui a donné lieu en 1919, lors du traité de Versailles, à la naissance de la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec donc, la Société des Nations. On a pu voir émerger donc l'indépendance des États comme l'Israël, la Palestine. Et donc ensuite, le principe donc, d'une nation et comment on admet donc, la nationalité, il y a deux visions qui s'opposent. Il va y avoir la vision allemande, qu'on va appeler donc, déterministe, et la vision française, qui va être plus subjective. En fait, les Allemands, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les gens qui parlaient allemand, donc à ce moment-là, prussiens. Ils ont pris tous les gens qui parlaient allemand, et comme ils parlaient tous allemand, et ils les ont mis sous la même nationalité. Alors que le principe français qui est plus subjectif, ça marche sur la volonté des individus. Et donc en fait, ça, c'était une volonté de la France, par exemple, de récupérer l'Alsace et la Lorraine, où à ce moment-là, il se pouvait qu'en Alsace et en Lorraine, certaines personnes parlent allemand, mais on leur donnait la possibilité donc, de devenir français. Donc ce qu'on peut remarquer finalement, c'est que tous les États ne sont pas forcément États-nations, mais qu'il est plus intéressant pour un État d'être un État-nation, puisque en fait ça crée un sentiment de cohésion nationale, et que donc les États ont alors intérêt à créer un sentiment de cohésion nationale, en gros. Ensuite donc on a les frontières terrestres. Donc les frontières terrestres c'était sur le territoire. Alors la définition d'une frontière, donc une frontière est la ligne qui détermine où commencent et finissent les territoires de deux États voisins. Alors il va y avoir les frontières maritimes, terrestres ou aériennes. Donc avant, les frontières, ils n'avaient pas les moyens donc, de les délimiter précisément, donc il y avait un peu des zones de non-droit, et ils s'inspiraient notamment des frontières naturelles. Donc pour les frontières naturelles, ça peut être les montagnes, des lignes médianes, par exemple d'un cours d'eau, et donc ça permettait avant de les déterminer. Ensuite, on a les frontières maritimes. Donc alors les frontières maritimes déterminent les limites d'exercice de la souveraineté d'un État sur mer. Alors ces frontières, donc, elles sont tellement grandes
qu'il y a carrément un droit de la mer qui a été créé, ce qui fait qu'on peut en déterminer 3 zones. Donc il va y avoir les eaux intérieures, la mer territoriale, et enfin les ZEE. Alors, pour faire un récapitulatif, les eaux intérieures, en gros, c'est à peu près là où on se baigne. La mer territoriale, ensuite, c'est là où il y a pas mal de passages. Donc, c'est-à-dire, ça peut être même des navires étrangers, du moment qu'ils ne représentent pas une menace. Et donc, la mer territoriale, en fait, elle est juste après les eaux intérieures, et elle a une limite donc, qui a été déterminée par l'ONU en 1982, qui se situe à un peu plus de 22 km, soit 12 miles marins. Ensuite, la ZEE, donc c'est la zone économique exclusive. L'État en fait n'a plus la souveraineté qu'il avait, donc que ce soit dans la mer territoriale ou dans ses eaux intérieures. Donc en gros, tout le monde peut y aller, c'est pas vraiment restreint. Et c'est donc en fait une zone essentiellement économique, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de pêche, donc d'exploration, d'exploitation et tout ce genre de trucs. Cette zone-là, en fait, elle est à 370 km des côtes, donc c'est assez large. Et donc toutes ces frontières, en fait, elles sont basées sur des règles qui ont été établies à la conférence de Montego Bay en 1982. Et donc cette convention, juste, en fait, elle était sur les frontières maritimes. Mais on peut quand même retenir quelques grands principes de cette convention. Donc tout d'abord, c'est que les fonds marins échappent à toute appropriation. Donc ils peuvent être utilisés exclusivement donc, à des fins pacifiques et exploités donc, dans l'intérêt de l'humanité. Ensuite, les navires sont dans l'obligation de prêter assistance et secours à toute personne en péril. Et enfin, il y a une obligation de coopérer sur la lutte contre la piraterie, transport d'esclaves, trafic de stupéfiants et tout ça. Ensuite, enfin, on va avoir les frontières aériennes. Alors les frontières aériennes, elles sont tracées donc, sur les frontières terrestres et donc sur la mer territoriale. Et donc ensuite, c'est posé la question s'il y avait une limite de hauteur. Et donc la limite supérieure des frontières aériennes et la limite de l'espace atmosphérique. Enfin, on a donc le pouvoir souverain. Alors le pouvoir souverain, il vient de la notion de souveraineté. Et alors donc cette souveraineté, elle peut être exercée par l'État, et donc c'est ce qui caractérise l'État, le pouvoir souverain. On dit qu'il est substantiel à l'État. Et donc en gros, le pouvoir de l'État s'impose à tous les autres et nécessite qu'il soit le moins contestable possible. Donc on peut parler en fait de pouvoir suprême, c'est-à-dire que le pouvoir de l'État est supérieur à tous les autres pouvoirs. On peut également parler de pouvoir originaire, donc c'est-à-dire que c'est l'État qui est à l'origine de ce pouvoir. Et donc en fait, l'État est la source donc, de l'ordre juridique auquel il obéit et qu'il applique sur son territoire. Donc c'est-à-dire que l'État crée des lois qu'il respecte. On va avoir 2 types de souveraineté, donc la souveraineté interne et internationale. Alors les attributs de la souveraineté interne, donc déjà il y a la suprématie de l'État, donc c'est le caractère suprême, c'est le fait qu'à l'intérieur de ses frontières, l'État c'est le chef, c'est lui qui détermine l'étendue et le contenu de ses propres compétences. On va d'ailleurs dire que l'État a la compétence de ses compétences. Ensuite on a l'exclusivité, donc ça veut dire que l'État c'est le seul à exercer ce pouvoir. On parlera d'ailleurs de compétences régaliennes, donc qui sont un emblème du pouvoir royal. Et donc ça va être le fait de faire la police, rendre la justice et de défendre le pays. Ensuite, donc l'État, en fait, il a le moyen d'imposer à tout le monde son autorité. Et ça passe par donc l'aspect normatif, donc c'est-à-dire que c'est l'État qui crée des lois. Et ça passe aussi avec le fait qu'il ait le monopole légal de l'usage légitime de la force. Donc ça va être par l'administration avec la police ou l'armée. Et donc en fait, ce monopole renforce le pouvoir normatif en garantissant le respect des normes posées par l'État. Donc en gros, l'État fait les lois, et pour s'assurer qu'on respecte ces lois-là, il a le monopole de l'usage de la force. Mais il ne faut pas oublier que ce monopole, il est légal, c'est-à-dire que l'État a donc cet usage légitime de la force, mais il ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc cet usage est quand même encadré par le droit, et donc on en revient au même truc en fait que tout à l'heure, c'est que en gros, l'État il peut faire ce qu'il veut, mais il doit quand même respecter les règles qu'il a données. Mais alors, il faut apporter un peu de nuance à ça, il y a quand même certaines limites, enfin, en tout cas, certaines choses qui peuvent faire que la souveraineté interne peut être mise en cause, notamment avec l'influence de groupes de pression, donc économiques, politiques, donc en fait, qui peuvent se développer et en fait faire face à l'État. On a aussi donc des polices privées. Donc ça peut être genre un vigile, donc qui, je sais pas, si vous voulez un truc dans un supermarché, vous met une balayette, il a le droit. Et ensuite, donc on a la constitution de zones de non-droit,
que l'État peut légaliser et donc ne plus contrôler. Ça montre quand même une de ses faiblesses, donc ça peut être avec les mafias ou les trafiquants dans certains pays. Enfin, on va avoir la souveraineté internationale. Alors, donc le fonctionnement de la souveraineté internationale, c'est que tous les États sont égaux entre eux. Peu importe la taille de l'État, ils sont égaux. C'est le principe d'égalité qui prévaut donc, dans la société internationale. Le seul moyen d'imposer un État, c'est en fait qu'il l'accepte. Donc ça va passer par des traités internationaux et donc avec des négociations et tout genre de trucs. Mais il n'y a pas d'obligation en fait, il n'y a que des négociations sur le plan international. Mais pareil, pour apporter un peu de nuance, en fait, la souveraineté internationale des États elle peut être remise en cause. Notamment sur le fait qu'en fait les États sont obligés de se plier aux traités internationaux et donc ça peut faire que les États perdent en fait leur souveraineté. Donc notamment avec l'Union Européenne, où j'avais un exemple, il y a un étudiant de Sciences Po qui en gros a vu qu'en France on était limité à l'importation quand on partait dans un autre pays de, je crois c'était 1 ou 2 cartouches, alors que la norme européenne c'était 3 ou 4 cartouches. Donc il a fait une demande et techniquement en fait la première ministre est obligée de l'accepter puisque l'État a en fait légué un certain nombre de capacités à l'Union Européenne. Et donc ce truc-là ça nous amène vers un autre truc qui fait qu'en fait on est en train petit à petit d'aller vers un unilatéralisme croissant, donc c'est-à-dire la volonté d'un État à imposer sa volonté. Donc c'était en gros le fait que l'État décide donc, de participer à des traités internationaux, mais de ne plus s'y plier et de ne plus les respecter. Donc ça c'était la deuxième limite. Voilà, donc j'ai fait le thème 1 un peu rapidement. Maintenant on va aborder donc la correction du TD, puisque mon chargé de TD nous a dit que en fait il y avait de grandes chances que les questions du partiel blanc, en fait ce soit juste un TD mais remasterisé avec juste en changeant une notion par un synonyme. Donc le TD 1, en fait c'était le TD 2, donc la dissertation c'était « Tout État est-il nécessairement un État-nation ?» Alors en citation que je peux vous donner, c'était une citation qui était donc, de Stéphane Pierret-Caps. Donc il relève que depuis la Révolution française, le projet constitutionnel tend à l'exacte coïncidence de la nation et de l'État. Donc justement ça montre un peu le fait qu'on se gourre entre le fait d'État, nation, tout ça. Donc ce qu'il fallait surtout pas partir, dedans c'était grand 1, État, grand 2, nation. Justement en fait il fallait mettre les deux en avant. Donc alors en 1, ce qu'on conseille c'est une identification fréquente mais ambiguë entre État et nation, avec comme grand A l'État comme émanation d'une nation. Donc dans ce grand A, on pouvait aborder plusieurs principes. Tout d'abord les avantages, donc notamment avec le sentiment d'appartenance, et le fait que c'était plus simple pour un État si en fait il y avait une cohésion nationale, donc un sentiment d'appartenance, tout ça. Et aussi donc les difficultés de définition de la nation comme support de l'État, avec les deux conceptions qu'on a vues, donc celle de l'Allemagne et de la France, qui s'opposent. Et enfin, pour faire une petite transition vers le grand B, on pouvait apporter l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie, où en fait la création de l'État s'appuie sur d'abord en fait une réalité nationale et un sentiment d'appartenance préexistant. Ce qui donnait lieu au grand B, l'État comme créateur de la nation. Et donc on pouvait parler de la politique volontariste, qui était notamment celle des Français. On pouvait ensuite rattacher ça avec donc en fait la politique française sur la colonisation, et que donc l'État en fait avait assimilé des territoires progressivement, les avait rattachés à la couronne et en avait fait en fait partie de la nation française sans pour autant abolir leur spécificité d'origine. Et on pouvait faire le lien entre colonisation et décolonisation, où en fait beaucoup d'États issus de la décolonisation, particulièrement quand leurs frontières sont héritées de découpages territoriaux entre anciennes puissances coloniales, sont devenus des États. Ensuite, donc le grand 2, c'était une seule nécessité, la définition par l'État du peuple sur lequel il s'appuie, avec en grand A la persistance d'États plurinationaux, donc avec en fait la mise en place d'États de critères d'attribution de la citoyenneté, tout ça en donnant des exemples donc historiques et modernes, avec genre la Russie, les Kurdes et tout ce que vous voulez. Et on pouvait nuancer ça avec le grand B, qui était la difficile reconnaissance des
particularisme au sein des États, avec donc les revendications indépendantistes, s'appuyant donc sur l'idée d'État-nation qui se manifeste dans de nombreux pays, y compris en Europe, genre en Espagne avec la Catalogne, ou le Pays Basque, avec le Royaume-Uni, avec l'Écosse, avec la Belgique et les Flamands, avec la France et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de façon moins vive aujourd'hui avec donc la Corse et le Pays Basque, au risque en fait de menacer la cohésion nationale. Et donc les États, pour un peu contrer ça, il y a des recours à des mécanismes juridiques pour tenir compte des particularités locales, avec le fédéralisme, le régionalisme et tout ça pour en fait quand même écouter un peu les revendications de toutes les personnes qui veulent leur indépendance, sans néanmoins qui se barrent. Voilà, donc ça, c'était la fin donc, du thème 1. J'ai fait le truc assez rapidement, en fait, je suis devant ma leçon et je l'ai dit, mais en fait, je lis, je fais ça comme ça, donc il y a peut-être beaucoup de E et peut-être quelques incohérences, mais c'est la manière pour moi de faire ça le plus rapidement possible et donc de traiter peut-être les 8 thèmes qu'on a. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo sur ça.